Nouvel épisode du podcast Le Bonheur c'est les autres avec Laurent Couzon. Bonjour Laurent. Bonjour Gérard. Laurent, vous êtes, j'ai titré sur mes petites notes là avant de préparer cette interview, vous êtes un touche-à-tout de génie. Mais pas touche-à-tout au sens je fais tout et je fais rien finalement. Vous toutes vos pratiques se répondent les unes aux autres. Vous êtes à la fois chef d'orchestre, arrangeur, musicien, acteur, même chanteur. Même si vous dites que vous ne l'êtes pas récemment, vous l'avez dit dans une interview, mais bon, vous l'êtes quand même un peu. Vous avez un parcours extrêmement éclectique et vous avez collaboré avec de très très nombreux artistes de renom. Et vous avez commencé avec une solide formation musicale puisque vous avez commencé déjà à l'âge de 5 ans. Moi, je tapais dans un ballon et vous faisiez du solfège et vous faisiez du piano. Formation classique, oui. Ou de la trompette, je crois. Vous avez démarré par la trompette. C'est mon premier instrument. Ouais, c'est ça. Et donc, vous avez exploré plein d'instruments différents, plein de disciplines différentes. Je dirais vos instruments aujourd'hui favoris, c'est quoi ? C'est le piano et le violon, quand même ? Je me suis mis au piano. Je me considère pas non plus comme un pianiste, mais l'instrument des compositeurs, c'est vraiment le piano, parce que évidemment, on a toutes les notes sous les doigts. Donc, je me suis mis au piano très très jeune, mais vraiment en autodidacte, quoi. J'ai pas pris de cours de piano, j'ai appris le piano par moi-même. Oui, et puis alors, vous êtes compositeur, je l'ai dit, vous êtes aussi arrangeur, vous avez travaillé avec des gens comme aussi différents qu'Aznavour, Carla Bruni, Régine, je crois, Didi Bridgewater, ouais. Des pointures. Vous êtes très reconnu dans votre métier, hein. J'ai lu beaucoup de choses sur vous, parce que je vais dire maintenant comment je suis tombé sur vous. Je suis venu à un hommage à Jodassin que vous organisiez récemment au mois de mai, avec Claude Lemel et une chanteuse qui s'appelle Candice Paris, je crois. Candice Paris, oui. Voilà, à l'espace Rachi à Paris. Et j'ai été saisi par votre capacité à animer brillamment. Alors je ne savais pas, j'avais pas fait le lien avec le fait que par ailleurs vous animiez une émission de radio, donc vous avez une certaine aptitude à faire ça, mais vous avez déjà de base un charisme. Voilà, je vais arrêter de vous faire des compliments. Non, j'aime le faire. Voilà. C'est vrai que de manière générale, j'aime partager. Donc, quand on partage, on aime communiquer. Donc, moi, parler de la musique, que ce soit à la radio ou, c'est vrai, dans des spectacles, là, quand je fais des spectacles hommages ou des conférences, j'en fais maintenant aussi pas mal, j'ai l'impression de continuer à faire mon métier de musicien, parce que mon métier de musicien, c'est aussi de partager ma passion. Et par la radio, par la scène, c'est d'autres moyens aussi. Donc, j'aime parler aux gens. C'est vrai que c'est un exercice que j'adore. Et vous êtes non seulement donc ce musicien, on va dire musicien au sens large, vous avez toutes les aptitudes du musicien, mais vous l'avez en plus exercé partout dans le monde. Vous êtes un globe-trotter, vous êtes passé par l'Asie, si mes notes sont bonnes, la Chine, la Thaïlande, l'Indonésie, ou alors dans des endroits un peu reculés d'Europe qu'on n'imagine pas, comme la Moldavie. Oui. Voilà. Et vous avez démarré votre carrière vraiment ici en France avec Radio France, sous la houlette ou sous la baguette de Frédéric Lodéon. Oui. Et il y a aussi quelque chose qui vous rend extrêmement sympathique à mes yeux, c'est que vous êtes un fou de comédie musicale. Ah oui. Et bien avant que les comédies musicales, aujourd'hui, elles ont un certain succès en France, mais pendant des années, elles étaient complètement, à part Les Misérables, et encore, ça arrivait hyper tard. Oui. Vous, c'était bien avant. Vous aviez démarré bien avant à faire des comédies musicales. Oui, parce que quand j'ai découvert la comédie musicale, moi qui aimais à la fois jouer du jazz et faire de la musique classique, je me suis dit, voilà enfin un genre qui mélange les deux musicalement. C'est vrai que dans des comédies musicales, on a souvent à la fois un orchestre classique et puis soit un big band de jazz, soit au moins un quartet de jazz. Et puis l'écriture aussi, elle est très très jazz. Et j'ai découvert tous ces compositeurs absolument géniaux, voilà, des plus anciens de Cole Porter à Kander et Ebb à aujourd'hui, voilà, des gens comme Stephen Sondheim ou des gens comme ça. C'est un monde merveilleux. Ça m'a toujours fasciné. J'ai eu envie de me plier à l'exercice parce que enfin un genre où je pouvais passer du jazz au classique sans problème. Donc une de mes premières créations, c'était effectivement à Radio France, ma première comédie musicale, Angers Démon, et qui d'ailleurs à ce jour, je crois, est la seule comédie musicale qui ait jamais été commandée et créée à Radio France. Alors, on a parlé de Frédéric Lodéon qui avait été extrêmement important pour vous. Oui, très. On peut parler toujours dans le domaine de la musique de quelqu'un qui est très apprécié, qui est Didier Locoud, qui a eu une importance majeure pour vous. Bien sûr.
Et puis dans le monde du cinéma, parce que je l'ai dit tout à l'heure, vous étiez aussi acteur et vous avez fait beaucoup de musique de film et aussi des arrangements de musique de film, notamment avec Francis Lay. Et quand on dit Francis Lay, on dit Claude Lelouch. Oui. Et Claude Lelouch est quelqu'un qui est extrêmement aussi important dans votre vie. Ah, ça, s'il en est, là, vous venez de citer deux des personnes les plus importantes de ma vie. Oui, c'est Didier Lockwood et Claude Lelouch. Ben, c'est des gens qui ont changé ma vie, puisqu'ils m'ont tous les deux lancé. Didier a produit mon premier disque et m'a lancé un peu dans ma carrière de musicien, entre guillemets. Et puis, j'ai fait mon premier film pour Claude, d'abord en tant qu'arrangeur et chef d'orchestre avec Francis Lay, et ensuite comme compositeur pendant, on en est là, notre 7e film. Ah oui. Et ce concept, moi j'avais pas fait le lien, parce que je vous avais vu et je vous avais beaucoup apprécié dans ce film-là, et j'avais pas fait le lien avec votre nom, c'est que vous étiez un des premiers rôles du film Ces Amours-là, avec la somptueuse Audrey Dana. C'est le premier rôle masculin, oui. Oui. Alors, elle a beaucoup d'amour dans ce film-là, avec des Américains, des Allemands. Moi, c'est le rôle qui raconte l'histoire, puisqu'en fait, je joue son avocat, et donc, lors de ma plaidoirie, on a en flashback toute la vie de cette femme, donc je raconte aussi les différents amours qu'elle a eus de cette femme, jusqu'à ce qu'elle me rencontre. Et à ceux qui n'ont pas encore vu le film, vous verrez que notre rencontre n'est pas seulement professionnelle. Non, mais c'était il y a au moins une douzaine d'années, je sais pas, 12-13 ans. C'était en 2010. C'est ça, donc plus que de 12 ans. Ouais. Alors vous avez aussi quelque chose qui me rend, qui me rend sympathique, qui vous rend sympathique, à mes yeux. Là on se retrouve à l'Écuche, qui est un espace juif européen de culture. Et vous avez fait alors moi ça je l'ignorais totalement, je l'ai découvert en creusant un peu sur internet. Vous avez fait une série de concerts pour la paix, sous l'influence notamment de Daniel Barenboim, qui s'appelait Requiem 19, qui était en 3 langues, à savoir le latin, l'hébreu et l'arabe. Oui. Donc les 3 langues des 3 livres en fait du monothéisme. Et je continue. En fait, l'histoire avec Barenboim, c'est que j'ai d'abord été un des directeurs musicaux de l'Orchestre des 3 Cultures, qui travaillait à la fois au Maroc et en Espagne. Donc c'est là que j'ai commencé un peu à développer ce travail sur l'œcuménisme, bien que moi j'écrivais surtout les œuvres en hébreu, mais j'ai commencé à côtoyer des grands musiciens égyptiens, marocains, espagnols avec qui on a échangé. Et puis je me suis toujours dit que je voulais faire cette œuvre où disons les 3 langues des 3 livres communiquent et un peu se lient. Donc j'ai écrit cette œuvre Requiem 19 en 2021, et c'est vrai qu'on l'a tournée, on l'a jouée à la fois dans les églises, dans les synagogues, et puis aussi dans les endroits laïcs comme les maisons d'opéra. Et c'était la vocation de cette œuvre, de pouvoir faire circuler une parole de paix en prenant symboliquement des textes issus des 3 religions monothéistes. Et puis je continue ce travail, puisque à la rentrée il y aura ma nouvelle création qui s'appelle The Book of Life, où là je vais encore plus loin parce qu'il y a 9 langues. Ah oui, 9 langues. Oui, 9 langues. Voilà, d'accord. Toujours dans ce travail que j'aime, c'est-à-dire d'essayer d'aller chercher une certaine spiritualité dans la musique. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup sur des textes religieux, et puis sur leur interaction et leurs liens. Donc là, je vais encore plus loin en utilisant 9 langues. Ça m'amuse beaucoup en fait, parce que en musique, faut pas oublier que quand on met en musique un texte, la langue que l'on choisit est très importante par rapport à la musicalité. Donc là, dans The Book of Life, m'amuser à de temps en temps chanter en hébreu, en persan, en arabe, en anglais, en espagnol. Voilà, à chaque fois, il y a une musique différente, vous voyez. C'est ça qui est absolument passionnant. Enfin, en tout cas, moi, ça me passionne comme travail musical. J'espère que ça passionnera les gens. Ça, la première, ça sera le 24 octobre à Paris. Vous avez dit récemment dans une interview sur Sud Radio avec Jacques Pessis, qu'on connaît bien ici à l'Écuche, qu'on a vu il y a pas si longtemps, vous avez dit, je vous cite, « Être un artiste, ça n'est pas seulement faire du divertissement, ça doit être aussi être un messager et pouvoir rassembler. » Donc vous avez une conscience très profonde de votre rôle en tant qu'artiste, qui n'est pas simplement effectivement de faire du divertissement, à telle enseigne que vous êtes, alors je ne sais pas si l'élection a déjà eu lieu, mais vous concourez à devenir un des membres du conseil d'administration de la SACEM. Et on fera après le questionnaire du bonheur c'est les autres, si vous permettez, si on a encore un peu de temps. Mais avec joie. On fera un petit tir à part, comme on dit dans la presse, sur la question de l'intelligence artificielle, qui est une question... Mes amis savent que c'est un point... Non, mais je vais vous répondre sur l'histoire de la... C'est vrai que, vous savez, de tout temps,
les artistes, aujourd'hui c'est un peu galvaudé de prononcer le mot artiste engagé. Moi pourtant j'y crois énormément, parce que de tout temps la musique a servi à vraiment faire évoluer les sociétés, à apaiser et les mœurs et les âmes. Et tous les grands musiciens que j'admire, et que nous admirons tous, tous les grands noms de la musique classique, je veux dire de Bach à Beethoven en passant par Mahler ou Mozart, sont des gens qui étaient mais plus qu'engagés dans leur temps. C'est-à-dire Albert Camus avait cette jolie phrase: l'artiste est un homme embarqué dans la galère de son temps. Et c'est vrai que j'ai rien, de tout temps il y a toujours eu de toute façon des artistes de divertissement. Je n'ai absolument rien contre. Vous parliez de ma conférence sur Joe Dassin. J'adore Joe Dassin, par exemple, qui lui-même reconnaissait modestement qu'il n'était, entre guillemets, c'est pas péjoratif, qu'un artiste de divertissement, mais on a envie, je veux dire, on n'a pas tous les jours envie d'écouter une symphonie de Mahler, de temps en temps on a envie d'écouter une chanson de Joe Dassin, vous voyez ce que je veux dire, c'est une question d'humeur, et il faut qu'il y ait les deux qui existent. Mais cependant, voilà, moi j'ai du plaisir en tout cas quand j'écris une œuvre, comme les œuvres dont je viens de vous parler, où j'ai l'impression que quand le public l'écoute, il se passe une sorte de réflexion, si ça peut amener vers la paix, vers la communication, vers l'appréciation de l'autre, vers une certaine réflexion sur soi, des a priori, des idées que l'on a, et pouvoir faire évoluer dans le bon sens. Voilà, je suis heureux. C'est ce que j'appelle l'art engagé, quoi. Voilà. Eh ben moi, j'apprécie ça énormément, et je dois dire qu'au-delà de cette soirée, donc autour de Joe Dassin, j'étais allé voir un petit peu des vidéos que vous aviez publiées, et ça m'a vraiment fait travailler du chapeau, comme on dit. Et donc c'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure à propos de l'intelligence artificielle. Mais venons-en maintenant au questionnaire du bonheur, c'est les autres, si vous voulez bien. Et ma première question, elle est à la fois toute bête et en même temps assez profonde, c'est, si je vous demande comme ça à brûle pour point, c'est quoi la définition que vous donnez au bonheur? C'est quoi pour vous le bonheur? Je crois que le bonheur, c'est d'arriver à être en paix avec soi-même, ce qui est très très difficile. Voilà, quand on est, surtout quand on est un artiste qui travaille beaucoup un petit peu sur sa vérité, arriver à être en paix avec soi-même et se dire tu as fait ce que tu as pu, ou tu fais ce que tu peux, et sois heureux de ça, c'est une quête assez difficile. Si je vous demande comment vous interprétez le titre de mon podcast, Le bonheur c'est les autres, vous me diriez quoi? Est-ce que je suis dans le vrai quand je dis ça? Oui. Alors vous allez à l'inverse, c'est la réponse de Sartre. Oui. Écoutez, oui, bien sûr, le bonheur en tout cas, oui, c'est les autres, parce que c'est l'enrichissement de l'autre. Vous parliez tout à l'heure des œuvres religieuses. Dans Babel, on nous enseigne que pourquoi Dieu détruit la tour de Babel, c'est pas pour punir l'orgueil, ou quoi que ce soit. Ça sera une interprétation plus chrétienne, ça d'ailleurs plus tard. Mais la vraie interprétation juive, c'est de dire que il le crée pour créer la diversité et la différence, puisque le problème à Babel, c'est pas tellement que les gens essaient de construire une tour démesurée, c'est qu'ils le font tous en faisant les mêmes gestes et en parlant la même langue. Donc il éclate cette tour pour créer la différence des langages et la différence des personnalités. Pourquoi fait-il cela? Pour nous rappeler que aller vers l'autre, ça nécessite un effort. Et une fois qu'on passe cet effort et cette curiosité, on n'est que plus heureux quand on arrive à en apprécier la différence. Vous êtes originaire de Tours, vous n'êtes pas parisien à la base, même si vous y habitez depuis des années. Oui. Je ne sais pas si vous aviez des frères, des sœurs? Oui, j'ai un frère qui est toujours à Tours. Qui est toujours à Tours, Tourangeau. Et donc, si je vous demande quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface, vous me répondez quoi? Écoutez, moi, les souvenirs heureux, c'est quand j'ai découvert la musique. Vous savez, je me souviens parfaitement, par exemple, quand j'ai écouté pour la première fois Ravel, ou quand j'ai écouté pour la première fois Mahler, ou quand j'ai écouté pour la première fois Tchaïkovski. Voilà, ce sont des souvenirs très précis qui me reviennent, et je vous parle de ça parce que c'était très jeune. C'est vrai que c'était à un âge qui devait être, je sais pas, aux alentours de 7, entre 7 et 10 ans, voilà, quelque chose comme ça. Je découvrais ces musiques petit à petit, et c'est marrant parce que j'en ai encore certains ont des souvenirs olfactifs, comme Proust. Moi, j'ai des souvenirs auditifs, quoi. Parfois, quand je réécoute des œuvres, j'ai des
des flashs d'enfance. Voilà, et d'un seul coup, je me suis dit quand même, ce monde est beau, parce que il existe des êtres humains qui créent des choses pareilles, c'est quand même pas mal. Alors, vous savez que je vous en veux, je ne suis pas jaloux, mais je vous en veux terriblement, parce qu'au même âge, visiblement, vous avez dit à Jacques Pessis qu'à l'époque, vous étiez un peu... vos parents vous ont mis à la musique parce que vous étiez un peu agité, etc. Agité, oui, c'est vrai, c'est ça. Je l'étais aussi, mais moi, mes parents... Oui. Alors, j'habitais à Manosque, au fin fond de la Provence, et mes parents avaient... Alors, c'était un peu élitiste à l'époque, faire de la musique, aller au solfège, avoir un instrument, etc. Je n'avais que des condisciples au collège qui faisaient de la musique, donc quelques-uns qui sont devenus un peu connus. Et moi, j'aurais adoré faire de la musique. Et ils m'ont mis au sport. Mais il n'est pas trop tard. J'ai 60 ans maintenant, c'est un peu compliqué. Mais non, pourquoi ? Alors je vous raconterai après. Je viens d'acheter un ukulélé il n'y a pas longtemps, mais bon, c'est une plaisanterie. Jamais trop tard pour se mettre à la musique. En tout cas, pour apprécier votre musique, ça c'est sûr, j'ai écouté beaucoup de choses que vous avez fait. Et d'ailleurs, on peut citer au passage votre disque que vous avez sorti il y a combien ? Il y a 6 mois ? Oui, mon dernier disque, Night Music, mon disque de piano solo, ouais. Avec un clip que j'invite tous les auditeurs à aller regarder sur YouTube. Merci. Qui s'appelle donc Night Music. Night Music, ouais. Et la nuit, c'est quelque chose de très important pour vous. Ouais, très important. J'écris que la nuit, moi. Ouais. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu... vous ne dormez pas la nuit, en fait. Nocturne, oui, tout à fait. Je suis vraiment j'écris la nuit. J'écris la nuit. J'ai besoin de cette lumière-là, ou cette absence de lumière-là, plutôt. Ce calme, ces bruits, ces lumières. Vous êtes un papillon de nuit comme Gainsbourg. Beaucoup plus, oui. Pour nourrir votre création musicale, j'imagine que c'est pas simplement en écoutant de la musique, même si vous devez en écouter beaucoup, vous écoutez aussi certains de vos confrères, consoeurs, etc. Mais j'ai plutôt envie de vous demander, c'est quoi le livre, le film, parce que je sais que vous êtes aussi très cinéphile, ou la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile, sans me citer Lelouch, quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut être un auteur de livre, ça peut être un livre lui-même, ça peut être un film, quelque chose qui vous a marqué de façon indélébile et qui vous suit tout au long de votre vie, en fait. Alors c'est toujours les questions pièges d'arriver à choisir une œuvre, mais disons que alors on va pas mettre Lelouch, mais le cinéaste qui m'a le plus marqué lors de mes jeunes années, c'est Fellini. Voilà. Quand j'ai découvert Fellini, je me suis dit, mais c'est donc ça le cinéma. Et je crois que le cinéma, c'est Fellini. Voilà, c'est vraiment, d'un seul coup, c'est quelque chose qui n'est pas la vie. Voilà. J'aime bien le cinéma quand ce n'est pas la vie. Voilà. Ouais. Et ça, Fellini l'avait bien compris. Il disait, je suis un grand menteur. C'est-à-dire qu'il filme à la fois des scènes authentiques, mais il les transforme, il les triche, on voit que c'est faux. Ça m'a fasciné. Et avec un musicien fabuleux qui s'appelait Nino Rota. Et avec Nino Rota, quel génie, quel grand musicien. Voilà. Ouais. Je crois que par la suite, vous avez plutôt aimé, plus aimé, mais vous l'aimez aussi, Nino Rota, mais vous avez aimé, comment s'appelle-t-il Morricone. Oui. Morricone. J'aime autant l'un que l'autre. C'est deux langages complètement différents. C'est deux langages différents, mais c'est incroyable. Donc, Fellini, c'est lui qui vous a le plus inspiré et qui continue à vous inspirer. Oui, absolument. Et après, en littérature, alors je vais vous surprendre, j'aime tellement lire et il y a tellement d'auteurs que j'aime, mais je crois que un de mes auteurs favoris, c'est Jack London. Et ça va peut-être vous surprendre, parce que ce que j'aime chez Jack London, pour moi, alors c'est votre podcast, c'est sur le bonheur. J'invite tous ceux qui vont pas bien à lire Jack London. Voilà un homme au destin extraordinaire, un ancien voyou qui a fait de la tôle, qui faisait des bastons, qui était alcoolo, qui était un gars de la rue, de rien, qui sortait de rien, qui d'un seul coup a découvert, on ne sait comment, une passion pour la littérature. Et quelle plume il a. Il s'est mis à publier ses premières nouvelles qu'il envoyait dans des petits journaux, et peu à peu, c'est devenu l'un des écrivains les plus lus au monde. Voilà. Et j'aime le destin de cet homme qui rappelle que voilà, l'art, la littérature, c'est pour tous. Et c'est ce que nous rappelle sans arrêt Jack London dans ses ouvrages. Il dit moi, je suis un gars de la rue. Un clodo de la rue qui d'un seul coup a trouvé en les mots ma passion et ma rédemption. Voilà, il me bouleverse pour ça. Et comme vous êtes polyglotte et que vous parlez très bien anglais, vous l'avez lu dans le texte ou vous l'avez lu en français ? Oui, je le lis parfois en anglais, mais j'irai pas jusqu'à dire que je suis un bilingue, oulala. Si, vous parlez très bien l'anglais. Si. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver ? Je pense avoir un peu la réponse, mais bon. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver dans la vie, sous-entendu pour être heureux ? De musique, bien sûr. Évidemment. De musique, bien sûr, vraiment. Ça, une journée sans musique est une journée gâchée. Ça peut arriver, une journée sans musique ? Ça peut arriver, mais ça n'arrive pas, parce que la musique est partout autour de nous. Écoutez, il y a un oiseau à chaque coin de rue, il y a le rythme, les chants nous entourent partout sur cette terre. Justement, quand vous êtes dans la rue comme ça, vous vous baladez, etc.,
marin. Est-ce que vous avez des fois comme ça des inspirations qui viennent juste par le rythme de ce que vous entendez autour de vous? Absolument, très souvent. La nature est très inspirante évidemment, et la ville aussi. Je ne vais pas vous demander votre rapport à la religion, parce que je pense que c'est quelque chose d'intime et que voilà, il y en a qui m'en parlent, mais je ne demande rien sur ce sujet-là. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le rapport. Vous pouvez. Ouais, je pourrais, mais d'ailleurs, vous me répondez si vous voulez. Mais en tout cas, je voulais savoir quelle est votre attitude par rapport à ce qu'on pourrait appeler de manière générale la spiritualité et le rapport avec les morts. Au sens, j'ai des invités qui me disent par exemple que régulièrement, ils ont des échanges, pas très fluides, mais ils ont des échanges avec des disparus, par exemple peut-être pendant les rêves. Bon, vous dormez pas la nuit, alors c'est un peu compliqué de rêver. Non, je dors quand même à un moment donné. On peut dormir la journée aussi, vous savez. Oui, bien sûr. Donc, quel est ce rapport que vous entretenez avec ce qu'on appelle spiritualité au sens large? Alors, bon, la spiritualité est très importante dans ma vie, la religion l'est aussi. Voilà, je suis très croyant. Pour moi, il n'y a pas une seule manière d'être pratiquant, donc je suis pratiquant de la manière qui me convient, voilà, et peu importe si elle n'est pas orthodoxe, moi c'est celle qui me rend heureux et qui me permet d'évoluer, d'apprendre sur moi-même et sur les autres, donc c'est la manière de pratiquer que j'ai trouvée, qui me convient. Et qu'est-ce que c'était votre question sur la communication? La communication éventuellement avec je le sais au-delà. pas, j'ai pas vraiment d'expérience transcendantale. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une forte, comme tous les êtres sensibles peut-être, j'ai une forte sensibilité à la présence. Par exemple, quand je vais visiter des lieux qui ont été habités par des personnalités que j'admire ou des personnalités fortes, oui, il peut m'arriver de les sentir, de les voir même. Ça m'est arrivé quand je suis allé visiter la maison de Ravel, où c'était une expérience étonnante parce que dans la maison de Ravel à Montfort-l'Amaury, là, c'est pas un musée en fait. Vous demandez un rendez-vous en tant que musicien professionnel et on vous ouvre la porte et on vous laisse vous balader tout seul. Et la maison, il n'y a pas des barrières et non, tout. Oui, c'est pas un musée, quoi. Tout est et c'est vrai que là, par exemple, j'ai fortement ressenti sa présence jusqu'à même le voir apparaître dans un miroir. Vous voyez, un court instant, enfin, de sentir ses présences. Voilà, donc je pense que des êtres aussi forts occupent des espaces et les esprits. Voilà, je crois fort à ça, oui. Et la visite s'est terminée par un coda comme le boléro, pas du tout. Non, mais la visite était impressionnante parce que il y a son piano au bout de la maison et ils ont dit si vous voulez vous jouez du piano, et je vous assure que je n'ai pas réussi à jouer. C'est-à-dire que je me suis assis devant le piano et mes doigts s'entremêlaient, j'avais le trac quoi. Ah ouais. J'osais pas jouer sur le piano de Ravel et en ayant l'impression qu'il m'écoute quoi. Ouais. J'avais trop peur. Ouais, c'est une expérience intéressante. Ouais. Vous avez vu l'exposition à la Cité de la Musique sur Oui, bien sûr. Ravel, voilà, une de mes grandes passions, comme beaucoup. Ouais. Alors, vous êtes un homme de notes, d'arpèges, d'accords, etc. Mais vous êtes aussi un homme de mots. Alors, je ne crois pas que vous ayez écrit de livre. Enfin, je n'ai pas trouvé de livre pour l'instant sous votre plume, mais ça peut arriver, puisque vous êtes capable de tout. Et si je vous demande c'est quoi le mot de la langue française que vous préférez, ou le mot auquel vous pensez là instantanément alors qu'on se voit face à face? Un qui vous vient comme Amour, forcément. Amour. Vous êtes un grand amoureux. L'amour, c'est important pour vous. Le mot amour ou l'amour en général? J'ai fait un film, un des derniers films que j'ai fait avec Lelouch s'appelait L'amour, c'est mieux que la vie. J'aime bien ce titre. Mais j'aime bien les titres de Lelouch. D'ailleurs, j'avais noté la phrase, je voulais vous la soumettre à la fin. Il dit toujours « Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues ». Ouais. Et elle est d'ailleurs dans le film où vous êtes le premier rôle dans ces amours-là. Ouais. Et oui, donc amour, qui est aussi un fleuve en Russie et qui est et qui a une particularité, le mot amour. Est-ce que vous le connaissez dans la langue française? Ah bah dites-le moi. C'est un des 3 mots avec délice et orgue qui est masculin au singulier, féminin au pluriel. On dit un bel amour et on dit 2 belles amours. Comme quoi c'est indispensable. Exactement. Le fait que vous soyez un créateur un peu tout-terrain, ça amène à une forme de... Ça peut amener à une forme de doute. Est-ce que vous avez souvent un doute quand vous créez? Est-ce que vous êtes souvent rongé par le doute? Ou est-ce que non, ça vous effleure pas? Et au-delà de ça, quand vous doutez, est-ce que vous doutez... Bon, peut-être vous doutez de vous, mais est-ce que vous doutez aussi des autres? Oh, bien sûr. On est sans cesse en proie au doute. Et puis, est-ce que ce que j'ai écrit, c'est bien? Et est-ce que ça sert à quelque chose? Et pourquoi je le fais? Et pourquoi ça va pas? Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, je
doute, je déchire beaucoup, je rature beaucoup, je jette beaucoup. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'avant de présenter une œuvre en public ou de l'enregistrer, il faut que je sois 100% sûr qu'elle me plaise. C'est-à-dire que si, quand je la rejoue, que je la réécoute, il y a un truc où je dis ouais, ça va pas, c'est que c'est pas prêt, voilà. Et à un moment donné, il faut l'écouter, dire ah c'est chouette, c'est bien. Même si je suis le seul à le penser, il faut le penser avant de le présenter à un public. Ça, je suis persuadé de ça. Et vous diriez de vous êtes perfectionniste, c'est-à-dire il faut vraiment que le... Oui, évidemment. Oui. Oui. Très perfectionniste. Mais il y a des musiciens qui ne le sont pas. Ça, on va pas dire de nom. Ah ouais bah... Non, mais on sait qu'il y en a certains qui se disent, voilà, c'est moi... Comme il peut y avoir des poètes ou des écrivains qui tiennent à leur premier jet créatif et qui veulent pas trop remettre en cause, vous, c'est pas le cas. Ah non. Vous êtes plutôt comme Brassens qui sans arrêt, taillait, et qui réimprimait, qui réécrivait à chaque fois toute la partition et les paroles. C'est pas tout à fait vrai, si ça vous intéresse, je vous le dis. Moi j'écris vite, mais après je réfléchis longtemps. Ouais. C'est-à-dire que et souvent il peut m'arriver de revenir au premier jet, si vous voulez. Voilà. En tout cas, j'ai une certaine spontanéité, quelque chose d'assez rapide qui vient, mais après je réfléchis beaucoup avant de finaliser. Et c'est toujours au piano. Vous commencez toujours par le piano. Non. Je parfois, mais j'écris plutôt moi avec un crayon et un papier, hein, parce que quand on écrit une œuvre pour orchestre, le piano n'aide pas trop. Il peut aider pour trouver une mélodie ou chercher des harmonies, mais à un moment donné, quand il faut écrire pour 80 musiciens, il faut son papier et son crayon. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence ? Pour les artistes, ça serait l'ego, parce que c'est très pénible à vivre pour les autres, et moi je suis bien conscient que ça doit être pénible à vivre pour certains de mon entourage, mais c'est indispensable au métier d'artiste. Je veux dire, un artiste qui n'a pas d'ego, c'est très compliqué, c'est antinomique avec ce métier. Évidemment qu'on a envie d'être aimé, évidemment qu'on a envie d'être entendu, d'être applaudi, et évidemment que le travail artistique, ça passe par une certaine manière de parler de soi, quoi. Donc c'est ça, j'ai de l'indulgence pour l'ego des artistes, je le trouve touchant et mignon, moi, parce que je sais qu'en fait, derrière, il y a beaucoup de doutes. Hein. Et c'est touchant quand un artiste vous dit qu'il n'a pas d'ego, parce que j'en ai croisé quelques-uns récemment. Ah, moi, je n'ai pas d'ego. Ouais. Voilà, ceux qui n'ont pas d'ego, c'est ceux qui en ont le plus, à mon avis. Ceux qui disent ça, en tout cas. On voit en ce moment que l'ambiance est anxiogène. On est dans un pays aussi vous qui avez fréquenté, enfin qui avez visité et vécu dans plusieurs pays, y compris très loin de la France, en Asie. On est un pays extrêmement pessimiste. Oui. Et c'est ça qui m'avait poussé, entre autres, à créer ce podcast. Vous, comment vous faites pour résister à ce pessimisme ambiant ? Et qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir ? Vous n'avez pas d'enfants, là, pour l'instant, on est d'accord ? Non. Mais si vous en aviez, qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour les prochaines années ? Ce qui me rend optimiste, c'est que je pense que là, on a en ce moment tous les outils, soit pour rendre le monde meilleur, soit pour le détruire. Donc je trouve que le futur qui nous attend est assez passionnant. J'espère que ça sera la première option et je compte sur nos enfants pour réagir et retrouver, si vous voulez, le goût et l'art du vrai et du réel. Le problème, c'est que ce qui rend les gens aussi pessimistes et malheureux, c'est une déconnexion du réel. À partir du moment où on est face à des sentiments vrais, face à des choses vraies, que ce soit dans la musique, dans la littérature, dans les gens. Aujourd'hui, les gens dialoguent avec des gens même qui n'existent pas sur leur iPhone ou sur tout ça. Tout ça est effrayant. Réapprendre le goût du vrai. Voilà. On a quand même la chance d'être sur cette planète inédite, jusqu'à preuve du contraire, dans l'univers, où on est toutes ces formes vivantes et ces êtres vivants. Enfin, retrouvons le goût d'apprécier le vivant, quoi, et les êtres vivants qui nous entourent. Enfin, donc je veux être optimiste par rapport à ça, et je veux croire que toute cette espèce d'élan de choses artificielles, de l'intelligence artificielle, on va y venir. À toute l'évolution des machines, je veux, pour être optimiste, croire que les gens vont s'en lasser à un moment donné et revenir à ce qui est essentiel, c'est-à-dire le réel, l'humain, la vie. Est-ce que ça passe pas par l'enseignement et des arts, et notamment de la musique ? Absolument. Qui est totalement négligé en France par rapport à d'autres pays ? Absolument. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, des jeunes qui cassent ou des jeunes qui utilisent des outils prohibés ou pas prohibés, mais en tout cas qui sont pas dans le réel, comme vous dites,
C'est des gens, c'est des jeunes souvent qui n'ont pas les moyens ni de parler, ils ont un vocabulaire assez fruste, encore moins d'écrire, et encore moins probablement de jouer de la musique. Alors, je fais pas une généralité, il y a des jeunes extraordinaires, il y a une création musicale très forte en France, peut-être plus forte que dans certains autres pays, mais à côté de ça, il y a toute une jeunesse qui est complètement délaissée parce qu'ils n'ont pas cette capacité à Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai amené pour la première fois à l'opéra quelqu'un qui n'y était jamais allé de sa vie. Et quelqu'un qui n'a pas reçu l'éducation pour ça, et ça arrive à tellement de gens. C'est mon cas, il faut avoir l'école pour l'opéra. Voilà, et qui a toujours eu peur d'y rentrer en se disant c'est pas pour moi, c'est un truc, j'y vais pas. Et voilà, et qui écoutait que de la musique qu'on appelle urbaine, et qui aurait jamais foutu les pieds là-dedans. Et en fait, quand cette personne est sortie de l'opéra, elle m'a dit mais en fait, comment on peut avoir envie d'écouter une autre musique après avoir vu cela ? C'est au-dessus de tout, quoi. Il est évident. Donc ça a changé sa vie. Et aujourd'hui, elle va y retourner, elle va en écouter, elle va s'y intéresser. Donc j'ai conscience que la musique classique, comme le cinéma, la littérature, tout ça, évidemment qu'il faut être pris par la main au départ, parce que ce sont des maisons, ce sont des endroits, notamment la musique classique, où on peut avoir peur d'entrer si on n'y est pas amené. Voilà. Et il y a tout un travail à faire là-dessus, pour dire c'est pour vous, c'est pour tout le monde en fait. Voilà. Parce qu'en fait, pourquoi ils n'écoutent pas notre musique ? C'est parce qu'ils se disent en fait, c'est cette musique-là qui est pour nous. Donc voilà pourquoi on écoute ça et on n'écoute pas autre chose. L'autre musique, c'est pour eux. Donc dès qu'il y a cette espèce de scission en disant, il y a des choses qui sont pour nous et il y a des choses qui sont pour les autres, c'est là que ça devient terrible. Vous voyez ce que je veux dire ? Chapelle. C'est ça tous les problèmes du monde en fait. Ça vient de là. Voilà. Non, tout est à tout le monde. Alors pour terminer, et avant d'aborder la question de l'intelligence artificielle qui fera l'objet d'un petit épisode à part, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines et les prochains mois ? Donc peut-être le succès pour votre album, le succès pour votre spectacle à venir, c'est ça ? Bon écoutez, le bonheur et l'amour, voilà ce qu'on peut me souhaiter. C'est ça le plus important, non ? Laurent, vous le souhaite ce bonheur et cet amour. Merci. Merci Laurent.